But the one I felt that could do it longer was Adriano when I was in Inter, because the way he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. En dehors du talent pur, la chance constitue sans doute l'un des paramètres les plus essentiels à la réalisation d'une carrière de footballeur professionnel. Ainsi, quand au milieu des années 80, le jeune Adriano émet le souhait d'embrasser une carrière de footballeur professionnel lui aussi, les choses sont très claires. Le destin va jouer carte sur table avec lui et n'a absolument pas l'intention de lui faciliter la tâche. Car le paramètre chance, Adriano n'en bénéficiera pas. Pourtant, c'est selon un timing plutôt favorable que le destin, justement, décide de donner la vie au jeune Adriano Leite Ribeiro lors du mois de février 1982. À quelques jours seulement du fameux carnaval de Rio, et l'année de la fameuse Coupe du Monde espagnole de 1982, celle qui vit le Brésil de Socrates et de Zico illuminer la planète football tout entière, jusqu'à l'improbable élimination face à l'Italie de Paolo Rossi. Le problème, c'est qu'en dehors de la contingence du calendrier, la naissance d'Adriano a été réglée selon une autre contingence, beaucoup moins heureuse cette fois-ci, celle du lieu. En l'occurrence, la Villa Cruzeiro, l'une des favelas les plus défavorisées de Rio, là où vivent et travaillent ses parents, notamment sa mère, Rosilda, âgée d'à peine 17 ans. À l'époque, la situation du couple est telle que les deux parents sont même contraints de loger chez la propre mère d'Almir, le père d'Adriano. Et par la force des choses, la pauvreté de la famille se répercute inévitablement sur leur table à manger. Sur cette dernière, les plats disponibles ne se comptent qu'au nombre de 2, pâtes et farine le plus souvent. Et bien entendu, rien d'autre que de l'eau minérale pour les accompagner. Hélas pour le jeune Adriano, les favelas brésiliennes ont ceci de particulier que la pauvreté ne se limite pas seulement à la table à manger, car par capillarité, il arrive en effet qu'elle se transmette jusque dans la rue, sous forme d'une insécurité permanente. Dans ce registre, 2 événements dont Adriano lui-même a été témoin vont marquer au fer rouge sa mémoire de petit garçon. Alors qu'il est tout juste âgé de 8 ans, il assiste en pleine rue à une violente bagarre entre 2 individus plus âgés. Des coups sont échangés à plusieurs reprises, avant que ne se produise l'irréparable, quand l'un des 2 individus décide subitement d'exhiber une arme à feu sortie de son pantalon, avant de la décharger dans la poitrine de son adversaire. En état de sidération, les pupilles d'Adriano assistent à l'intégralité de la scène. Et tandis que son père scande bruyamment son nom depuis plusieurs secondes, le jeune Brésilien se montre incapable de bouger le moindre muscle, littéralement pétrifié par ce qui vient de se produire sous ses yeux. Pour la première fois de sa vie, la mort vient de lui rendre visite par surprise, à quelques centimètres seulement. 2 ans plus tard, Adriano assiste alors à une petite fête locale. Il est accompagné de ses 2 parents, Rosilda et Almir. Au programme, samba traditionnel et musique brésilienne. Un bruit cependant met fin au pas de danse de la foule. C'est celui d'une arme à feu, dont les claquements viennent de résonner à plusieurs reprises. Almir, le père d'Adriano, se retrouve alors aussitôt projeté au sol, au beau milieu d'une mare de sang, son propre sang. Son visage est littéralement perforé par la balle. Le petit Adriano, lui, a tout vu de ses propres yeux, une fois de plus. Et même si Almir finit malgré tout par s'en sortir, cette épreuve est pour Adriano l'occasion d'ouvrir les yeux sur le rôle qu'il risque d'être amené à endosser pour les années à venir. Celui du père de famille, justement, en lieu et place de son propre père, fragilisé par l'âge, par la pauvreté et par les balles perdues. D'autant qu'à cette époque, les ambitions familiales de Rosilda sont claires et nettes. Adriano n'est que son tout premier enfant, mais il sera le dernier. Il est hors de question pour elle de mettre au monde d'éventuels petits frères ou petites sœurs, sans être capable de les élever décemment. Dès lors, si Rosilda et Almir doivent un jour s'en sortir, c'est grâce au petit Adriano qu'ils parviendront à le faire, et personne d'autre. Mais Adriano, justement, est encore très loin d'avoir toutes les cartes en main pour s'en sortir. À l'âge de 10 ans, c'est à son tour de flirter avec la mort, pour des raisons biologiques cette fois-ci. La rougeole.
L'infection est à ce point violente sur le jeune Brésilien qu'elle finit par l'aveugler pendant plusieurs jours, et même par engager son pronostic vital. Jusqu'à ses 10 ans donc, rien ne semble donc prédestiner Adriano à une future carrière de footballeur professionnel. Physiquement, la rougeole et la malnutrition ont laissé des traces sur son corps de jeune garçon, mais des traces que la puberté finira par effacer sans trop de difficulté heureusement. Car à l'adolescence, en réalité, l'organisme d'Adriano subit une transformation radicale. À la faveur d'une alimentation plus complète, entre autres composée d'haricots verts et d'œufs, et sans doute grâce à certaines prédispositions génétiques, il subit une poussée de croissance plutôt spectaculaire. D'un seul coup, Adriano est grand et costaud, de quoi effrayer ses adversaires sur les terrains de foot, et de quoi lui assurer un poste de latéral, voire de défenseur central dans les catégories de jeunes de Flamengo, le club où il évolue depuis l'âge de 7 ans. Pour l'anecdote, au moment d'inscrire leur fils à Flamengo, les parents d'Adriano sont allés jusqu'à récolter de l'argent auprès de leurs proches pour être en mesure de lui payer une licence, et ainsi mettre toutes les chances de son côté, malgré la galère du quotidien. À l'époque, l'autre galère du quotidien qu'Adriano doit affronter pour prendre part aux entraînements de Flamengo, c'est celle de la distance. La distance entre son quartier d'origine et le centre d'entraînement du club brésilien. Pour s'y rendre, il doit en effet fréquenter 2 bus successifs, accompagné de sa grand-mère, qui est alors chargée de veiller sur lui pendant le trajet. Mais à la différence de certains autres pays, le Brésil a ceci de particulier que la formation de ces jeunes footballeurs déborde parfois du terrain d'entraînement en club. Bien souvent, c'est dans les gymnases qu'elle se prolonge. Alors en parallèle du football sur herbe, Adriano pratique le futsal, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes autres joueurs de son âge. Suffisamment en tout cas pour améliorer sa technique de balle, pour se forger une panoplie de joueurs offensifs, et ainsi prétendre à autre chose qu'une place en défense à Flamengo, au milieu du terrain d'abord, avant d'atterrir naturellement sur le front de l'attaque. Plus que son agilité technique, c'est d'abord son incroyable frappe de balle qui alerte les dirigeants brésiliens. Des frappes de balle aussi puissantes que celles d'un adulte, et parfois même davantage. Adriano n'est pas tout le temps précis, non, mais quand il l'est, les gardiens adverses n'ont même pas le temps de réagir, si ce n'est quelques secondes après, pour aller récupérer le ballon au fond des filets. L'équation est simple pour les dirigeants brésiliens. S'ils réussissent à faire progresser Adriano en matière de précision face au but, ils risquent très probablement d'en faire un footballeur professionnel, beaucoup plus rapidement que prévu. Pour ce qui est des catégories de jeunes de la sélection brésilienne en tout cas, il n'est pas question d'attendre. Dès 1999, Adriano se voit offrir une place parmi les joueurs retenus pour aller disputer et pour remporter la Coupe du Monde des moins de 17 ans, en Nouvelle-Zélande. C'est donc dans ce contexte que lors du mois de février 2000, l'attaquant brésilien intègre définitivement le groupe professionnel de Flamengo, à l'occasion d'un tournoi réunissant les meilleures équipes de Rio et de Sao Paulo. Et immédiatement, un détail saute aux yeux de tous les observateurs brésiliens. L'incroyable précocité athlétique d'Adriano. À tout juste 18 ans, ce dernier n'est certes pas encore l'attaquant le plus prolifique de Flamengo, mais pour n'importe quel défenseur, tenter de le bousculer physiquement relève déjà de l'impossible prouesse. Même les dirigeants de la sélection brésilienne avouent plutôt être séduits par un profil aussi atypique. Pour ceux de Flamengo en tout cas, le temps presse désormais. Dès l'été 2000, ils se dépêchent d'ailleurs de faire signer à leur nouvelle pépite un contrat professionnel pour les 2 prochaines saisons. Car à ce rythme en effet, ils savent très bien que les convoitises de l'Europe ne tarderont pas à se manifester. D'ailleurs, elles sont déjà présentes, notamment depuis la saison 2000-2001, et depuis la toute première convocation d'Adriano en sélection brésilienne, au sein de l'équipe première. Comme prévu, ces convoitises proviennent d'Europe, d'Italie plus précisément. Depuis quelques mois en effet, les dirigeants de l'Inter Milan sont à la recherche d'un éventuel successeur à Ronaldo. Ils ont d'énormes doutes sur la capacité réelle du génial buteur brésilien à se remettre de sa terrible blessure au genou. Et sa rééducation, hélas, se compte en plusieurs années. C'est pourquoi l'état-major de l'Inter rêve d'un nouvel attaquant plutôt jeune, adroit face au but, solide physiquement et doté d'une agilité technique supérieure à la moyenne, brésilien si possible. Et face à autant de critères, la carte d'identité du jeune Adriano semble parfaitement correspondre. Bien entendu, l'attaquant de Flamengo est encore très loin des standards de Ronaldo, mais sa marge de progression est jugée plutôt intéressante par le staff milanais.
Dès l'été 2001, la décision est prise. Adriano rejoindra l'Inter. Pour financer l'opération, les dirigeants italiens décident par ailleurs de se séparer du Brésilien Vampeta, qui prend alors la direction du Paris Saint-Germain. Javier Zanetti, Clarence Seedorf, Alvaro Recoba et même Ronaldo. La première visite d'Adriano dans les vestiaires milanais est d'abord l'occasion pour lui de prendre la mesure du prestige de son nouveau club, mais également du défi qui l'attend. Seedorf, se souvient-il aujourd'hui en souriant, se baladait dans le vestiaire torse nu, et ce connard avait 7% de masse graisseuse. En signant à l'Inter, Adriano a mis les pieds dans un monument. Depuis les années 90, la Serie A constitue le lieu de pèlerinage obligatoire de tous les footballeurs professionnels qui souhaitent atteindre le très haut niveau. Donc si Adriano souhaite lui aussi y parvenir, il est au bon endroit. 15 août 2001, stade Santiago Bernabéu, Madrid. C'est ici, loin de l'Italie, en plein cœur de l'Espagne que l'aventure milanaise d'Adriano est officiellement lancée. Face au Real Madrid ce jour-là, l'Inter ne dispute pourtant qu'un banal match amical, dans le cadre du traditionnel trophée Santiago Bernabéu. D'un côté, Raúl González et Luis Figo. De l'autre, Clarence Seedorf et Javier Zanetti. Sur le front de l'attaque, Adriano, lui, est bien évidemment remplaçant. Il a d'ailleurs tout loisir d'observer Christian Vieri ouvrir le score, avant que Fernando Hierro ne parvienne à égaliser sur pénalty. À la 89e minute néanmoins, l'Inter obtient un bon coup franc, à l'entrée de la surface de réparation. Bonne nouvelle. Entré en jeu en lieu et place de Christian Vieri, Adriano souhaite s'en charger. Aussitôt, une voix s'élève derrière lui. C'est celle de Marco Materazzi, qui exige avec virulence le ballon pour frapper le coup franc. Ce à quoi Seedorf lui répond alors « Non, laisse le gamin tirer. » Soit. Et c'est ainsi que les 22 acteurs présents sur la pelouse de Bernabéu vont découvrir la frappe extraordinaire du gamin en question. Sans réfléchir, Adriano fracasse du pied gauche la lucarne d'Iker Casillas. La puissance de la frappe est telle que les ralentis télévisés peinent à restituer avec précision la trajectoire de la balle. Impossible encore aujourd'hui de mesurer exactement la vitesse du ballon au moment du tir. Mais quand on lui demande d'expliquer comment il a réussi à frapper aussi fort, Adriano lui-même botte en touche. « Je n'en sais rien, avoue-t-il. J'ai frappé du gauche et Dieu a fait le reste. Je ne peux pas me l'expliquer. » Positionné plus bas lors de l'action, Javier Zanetti, l'ex-capitaine de l'Inter, a pu assister à l'intégralité de la scène. Et l'explication, il est alors persuadé de la détenir. Quand il a inscrit ce but face au Real Madrid, se souvient-il, « Aussitôt ai-je pensé que nous venions de trouver le nouveau Ronaldo. » Pourtant, les dirigeants de l'Inter, eux, ne sont pas dupes. Le geste décisif que vient d'accomplir leur nouvelle recrue n'est à leurs yeux qu'un épiphénomène. Un but anecdotique, sans réelle importance, dans un match dénué d'enjeu. Un jour peut-être, Adriano deviendra le nouveau Ronaldo. Mais pour le moment, le seul et unique attaquant de pointe susceptible de prétendre à une place de titulaire à l'Inter se nomme Christian Vieri, et personne d'autre. Même sur le banc de touche, le jeune Brésilien n'a pas encore sa place. Progresser, c'est dès lors la seule option possible pour lui, loin de l'Inter et loin de Milan. À la Fiorentina d'abord, en prêt pour 6 mois, où il finit meilleur buteur du club en quelques semaines seulement. À Parme ensuite, où il fait l'objet d'un deal orchestré par les dirigeants de l'Inter qui, pour attirer le jeune Fabio Cannavaro, acceptent en échange de se séparer d'Adriano pour 2 années. De 2002 à 2004, le Brésilien est alors associé sur le front de l'attaque parmesane à son homonyme roumain, Adrian Mutu. L'occasion pour lui d'affiner sa progression, tout autant que ses statistiques. Avec près d'une 30aine de buts inscrits en à peine 1 an et demi sous ses nouvelles couleurs. Pour l'Inter, l'explosion d'Adriano tombe plutôt bien, plutôt même très bien, car dans leur deal avec ceux de Parme, les dirigeants milanais ont tout prévu, notamment le rapatriement du Brésilien en cas de besoin. Un rapatriement qui est d'ailleurs organisé dès le mercato hivernal 2004, cette fois-ci contre une 20aine de millions d'euros. À cette époque, l'ambition du staff milanais est très claire. Donner à l'Inter un très fort accent sud-américain, à consonance argentine notamment. Dans ce registre, ils peuvent déjà compter sur la présence de Javier Zanetti et sur celle de Kili González, 2 internationaux argentins qui, lors du mercato estival 2004,
seront d'ailleurs vite rejoints par Juan Sebastián Verón et par Esteban Cambiasso. Mais dans le paysage sud-américain justement, le nom du Brésilien Adriano est sans doute celui qui revient le plus souvent pour ce qui est de l'attaque, plus encore lors de l'été 2004, quand à l'occasion de la Copa América organisée au Pérou, un certain Adriano explose tous les compteurs. Avec 7 buts au total, il est le principal artisan de la victoire finale au Brésil, notamment lors de l'ultime rencontre du tournoi. Face à l'Argentine de Marcelo Bielsa, à 30 secondes de la fin du match, c'est lui qui parvient à arracher l'égalisation d'une lourde frappe dans la surface, permettant ainsi à la Seleção de l'emporter in extremis au tir au but. Pour l'anecdote, encore aujourd'hui, Marcelo Bielsa peine à trouver les raisons susceptibles d'expliquer la réussite d'Adriano au moment d'exécuter son geste à la toute dernière seconde du match. À ce propos, il déclarera d'ailleurs « J'ai vu 50 fois cette égalisation, et j'en conclus qu'il y a parfois dans le football des choses qui relèvent de Dieu. » À partir de cet instant, aucun doute, le synopsis est tout tracé pour Adriano. De retour à l'Inter, il va s'y imposer comme l'attaquant vedette de Serie A, le digne successeur de Ronaldo, aussi bien en club qu'en sélection. Bingo! Comme prévu, le synopsis est à peu près conforme à la réalité, du moins pour ce qui est de la saison 2004-2005, avec un total de 29 buts inscrits pour une quarantaine de matchs sous les ordres de Roberto Mancini. L'Inter cette année-là est une incroyable constellation de joueurs mondialement connus et mondialement respectés, notamment au milieu du terrain, là où sont alignés à plusieurs reprises et simultanément Juan Sebastián Verón, Edgar Davids, Esteban Cambiasso et Kili González. Mais à cette époque, bien au-delà des statistiques individuelles ou collectives, le style Adriano constitue surtout l'attraction première des observateurs du football européen. Un style hybride, à la fois puissant et technique. Frappé, dribblé, accéléré. D'un match à l'autre, le Brésilien donne l'impression de savoir tout faire. Les tifosi interistes décident d'ailleurs de lui attribuer un surnom en ce sens. L'empereur. Un empereur brésilien qui, une année durant, règne en maître sur l'Inter Milan. À partir du moment où il est lancé vers les buts adverses, il n'y a strictement rien à faire. Inutile d'insister. Adriano est bien plus qu'un simple attaquant de pointe. C'est un char d'assaut footballistique qui écrase tout sur son passage. Le problème, c'est que même s'il vient de réaliser une très grosse saison, et même s'il s'apprête à recommencer pour la suivante, le char d'assaut Adriano n'est en réalité rien d'autre qu'une bombe à retardement. Une bombe amorcée secrètement depuis plusieurs mois déjà, mais qui n'a toujours pas explosé officiellement. Du moins pas pour l'instant. Pour l'identifier, un léger retour en arrière s'impose, à l'été 2004 plus précisément, quelques jours seulement après l'ivresse de la victoire en Copa América. Confortablement installé au sein du bus officiel de l'Inter lors d'un déplacement à Bari, Adriano reçoit alors un mystérieux appel téléphonique, tout droit venu du Brésil. Sous les yeux des autres joueurs présents ce jour-là, l'attaquant brésilien décroche en direct live. Au bout du fil, le message est très bref, limpide et glacial. Papa Almir est mort. La scène qui suit est alors digne d'un véritable mélodrame. Sauf qu'ici, la mort du père d'Adriano ne relève pas d'une fiction hélas, mais bien de la réalité. Javier Zanetti, l'un des joueurs présents à proximité de son homologue brésilien, n'a d'ailleurs rien oublié de ce triste épisode. Il a jeté son portable et s'est mis à hurler. Le genre de hurlement dont vous n'avez même pas idée. Encore aujourd'hui, je tremble rien que d'y penser. Aussitôt, le numéro 10 de l'Inter quitte le rassemblement milanais et file en direction de sa terre natale. Jusque-là donc, la réaction d'Adriano face à la mort de son père n'a rien d'anormal. Sa très grosse saison 2004-2005 sous les couleurs de l'Inter et son épanouissement sur le terrain semblent même envoyer des signaux plutôt positifs. Tout porte à croire qu'il est en passe de surmonter cette disparition et d'en faire son deuil. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs à partir de ce tragique épisode qu'Adriano prendra l'habitude de pointer ses deux index vers le ciel, au moment de célébrer ses buts. Mais dans le football, plus que n'importe où ailleurs, l'erreur la plus classique des observateurs consiste à se fier de manière excessive aux apparences. Et chez Adriano, les apparences sont trompeuses.
Elles dissimulent en réalité un tempérament très différent de celui qu'il affiche en match face aux caméras de télévision. Un tempérament dépressif, en proie à une violente solitude affective. En coulisses, tous les dirigeants de l'Inter ont conscience du grave danger qui plane sur leur buteur brésilien, à commencer par Massimo Moratti, le propriétaire du club milanais. En bon capitaine, Javier Zanetti n'est pas dupe lui non plus. Il sait la fragilité psychologique d'Adriano. Au lendemain du funeste coup de téléphone, les deux hommes décident d'ailleurs de garder un œil attentif sur l'état de santé de la star brésilienne. Depuis ce jour, avouera d'ailleurs l'Argentin, Moratti et moi-même avons veillé sur lui comme s'il était notre petit frère. C'est d'ailleurs sans doute dans cette surveillance accrue qu'il faut chercher les ressorts profonds de l'incroyable progression d'Adriano entre 2004 et 2006, quelques mois seulement après la disparition de son père. Mais déjà, la saison 2005-2006 est moins bonne que la précédente, plus irrégulière en tout cas. Idem pour la sélection nationale et pour le mondial 2006, où il se montre totalement impuissant lors du fameux quart de finale face à l'équipe de France, à l'image d'ailleurs de la Seleção tout entière. Jusqu'à la saison 2006-2007, celle qui marque alors le début de la déchéance pour l'empereur Adriano. À la faveur du scandale de corruption qui vient tout juste de frapper la Juventus, les dirigeants milanais ont pourtant eu une idée de génie, celle d'associer à la pointe de l'attaque un incroyable duo d'attaquants. Adriano d'un côté, Zlatan Ibrahimovic de l'autre. L'Inter disposait jusqu'à présent d'un seul et unique char d'assaut en attaque. Mais avec la signature du Suédois, ils viennent d'en ajouter un second, sans compter la présence d'Hernan Crespo et de Julio Cruz sur le banc de touche. Globalement, sur les 4 attaquants interistes, tous répondent présents. Tous, sauf un, Adriano. Car derrière la réalité du terrain, derrière ses très maigres statistiques, et derrière les 5 petits buts qu'il parvient à inscrire en championnat, la situation est beaucoup plus grave que prévu pour le Brésilien. Elle porte un nom, la dépression nerveuse. Une dépression qu'il tente aveuglément de noyer dans l'alcool et dans les boîtes de nuit milanaises, jusqu'à l'infini, jusqu'à mettre en péril sa carrière de footballeur professionnel. Bien souvent, il en vient à manquer certaines séances d'entraînement, et quand il trouve en lui assez de force pour s'y rendre, c'est avec quelques grammes d'alcool dans le sang qu'il débarque sur la pelouse. Pour Adriano, s'abreuver d'alcool n'est pas qu'un moyen d'évacuer la détresse qui le ronge depuis le décès de son père. L'attaquant interiste y voit également l'occasion de goûter à nouveau à quelques rares instants de bonheur. À ce propos, il est aujourd'hui très lucide sur la question. La mort de mon père, admet-il, a laissé chez moi un vide énorme. Je me sentais seul, triste et déprimé en Italie. Et c'est là que je me suis mis à boire. Je ne me sentais heureux qu'en buvant, toutes les nuits. Je buvais tout ce qu'on me posait sur le nez. Du vin, du whisky, de la vodka, de la bière, peu importe. La situation, bien sûr, finit par alerter nombre de ses coéquipiers. À l'époque, le Colombien Ivan Cordoba est l'un des rares joueurs de l'effectif qui tente alors de lui apporter une aide, afin de sauver ce qu'il reste à sauver, avant qu'il ne soit trop tard. Un soir, par exemple, le défenseur de l'Inter décide de se rendre au domicile du Brésilien, pour lui tenir compagnie, mais également pour tenter de lui redonner confiance en lui, en matière de football notamment. Entre autres, les phrases que le Colombien ne cesse de lui marteler durant la soirée sont les suivantes. « Tu as les moyens de devenir le meilleur joueur du monde si tu le souhaites. » Ou encore « Tu es un mélange de Ronaldo et de Zlatan Ibrahimovic. » D'ailleurs, le géant suédois en personne aurait un jour avoué à Cordoba son admiration quant à la protection de balle d'Adriano, admettant qu'il était absolument impossible de lui dérober le ballon. Quand il se rappelle son passage à l'Inter, Ibrahimovic est catégorique. « J'ai joué avec de grands champions, mais celui dont j'ai cru qu'il pourrait le rester pendant longtemps, c'était Adriano. Il pouvait frapper dans tous les angles. Personne ne pouvait le tacler. C'était un animal pur. » Au moment de signer à l'Inter, la toute première requête du Suédois est d'ailleurs très simple. Qu'Adriano reste au club, pour avoir le privilège de jouer à ses côtés. Mais face au profond malaise du Brésilien, les belles paroles d'Ivan Cordoba ne pèsent rien, pas plus que les louanges de Zlatan Ibrahimovic, ni même l'indéfectible soutien de Massimo Moratti. À l'automne 2006 par exemple, en plein milieu de saison,
Les dirigeants interistes décident d'accorder à leur attaquant vedette quelques jours de repos, avec permission de rentrer au Brésil, histoire de pouvoir se ressourcer auprès de ses proches. Une fois à Rio pourtant, Adriano ne prend même pas la peine de suivre les consignes de ses dirigeants. Les clichés de la presse sont formels. L'attaquant de l'Inter a passé l'essentiel de son séjour en boîte de nuit, entouré de jolies jeunes femmes, de plusieurs paquets de cigarettes et bien évidemment de nombreuses bouteilles d'alcool. Et quand il préfère s'épargner un voyage en avion pour aller s'amuser, Adriano simplifie les choses, en organisant lui-même des soirées boîte de nuit dans sa propre villa italienne. Dans ce registre, le Brésilien n'est pas du genre à regarder à la dépense. Près de 40 000 €, c'est en effet le tarif qu'il lui arrive d'investir pour organiser certaines soirées à domicile. Côté foot, Roberto Mancini, l'entraîneur de l'Inter, ne tarde d'ailleurs pas à avertir son président. Il ne veut plus d'Adriano, ni dans son 11 titulaire, ni même sur le banc de touche. Avec l'explosion d'Ibrahimovic en pointe, inutile de prendre le risque de réintégrer un joueur instable, dont le poids excessif n'est plus du tout compatible avec le football professionnel. Depuis 2006, malgré tout, au moins Adriano peut-il se consoler de manière virtuelle, en admirant ses statistiques monstrueuses sur le fameux jeu vidéo PES6. À ce stade en tout cas, l'ultime solution pour lui se situe loin de l'Europe, à Sao Paulo plus précisément, où il finit par être prêté gratuitement pour une durée de 6 mois. À son retour, José Mourinho, le tout nouvel entraîneur de l'Inter, n'est pourtant pas contre l'idée de le réintégrer à la pointe de l'attaque, aux côtés de Zlatan Ibrahimovic justement, du moins pour quelques semaines. Le temps pour lui de constater qu'hélas, la résurrection n'aura jamais lieu, la perte de poids non plus. À partir de 2008, quand Adriano monte sur la balance, l'aiguille indique désormais un nombre à 3 chiffres. Sur les pelouses, le char d'assaut peine à avancer et n'effraie plus grand monde en réalité. Alors à son tour, Mourinho prévient ses dirigeants. Il ne veut plus d'Adriano. Ça tombe bien, car au fond, Adriano lui non plus ne veut plus de l'Inter, ni du football professionnel non plus. Alors qu'il est rappelé en sélection brésilienne lors du printemps 2009, il avertit lui aussi l'entraîneur portugais. Son voyage au Brésil prendra la forme d'un aller simple, sans billet retour. Peu importe ses obligations contractuelles, sa décision est prise. Il ne reviendra pas à Milan. Un temps animé par la volonté d'arrêter purement et simplement sa carrière, Adriano finit par retourner là où tout avait commencé, chez lui, à Rio, dans son club formateur de Flamengo, mais surtout dans les favelas de sa jeunesse, pour aller y retrouver nombre de ses amis d'enfance, dont la plupart sont aujourd'hui narcotrafiquants, et pour qui il aurait même ouvertement travaillé, en parallèle de son retour à Flamengo, puis à Sao Paulo. L'ultime tentative de rédemption à l'AS Rome en 2010 n'y changera rien. Elle n'aura jamais lieu, et se soldera de toute façon par un nouveau retour au Brésil. Loin de l'Italie, loin de l'Europe, et loin du football malheureusement. Mais à proximité des favelas en revanche. Les favelas justement, Adriano a tout fait pour les quitter. Et même s'il y a longtemps cru, il n'y est en réalité jamais parvenu. Car les favelas, elles, ont fini par le rattraper.